Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 12 avril. À la une de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères est à Addis Abeba pour une visite officielle où il co-présidera avec son homologue éthiopien les travaux de la 5e commission mixte algéro-éthiopienne. Situation inquiétante au Sahel, les actions des putschistes à la tête du Mali déstabilisent toute la région, mettant en péril l'avenir de la population au service d'agenda caché. Les détails tout à l'heure. Au Maroc, 115 milliards de dirhams détournés de la caisse de sécurité sociale avec l'implication du Marzen, alors que le peuple marocain sombre de plus en plus dans la précarité. Agriculture ce soir avec l'usage des eaux des bassins d'élevage de poissons dans l'irrigation, une eau enrichie en nutriments exploitée en engrais naturels, illustration dans une exploitation pilote à Biskra. Et gros plan ce soir sur ce système ingénieux d'irrigation, les Fogara, adoptés par nos ancêtres dans les oasis du Gourara, au milieu des étendues sahariennes. Elles sont aujourd'hui des témoins de l'histoire de la région. Reportage dans notre édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé ce samedi à Addis Abeba pour une visite officielle en République fédérale d'Éthiopie, pays frère. À cette occasion, le ministre co-présidera avec son homologue éthiopien les travaux de la 5e commission mixte algéro-éthiopienne prévue demain 13 avril. Cette session qui permettra de procéder à une évaluation globale des différents axes de la coopération bilatérale sera l'occasion d'enrichir le cadre juridique régissant les relations algéro-éthiopiennes et de réfléchir à de nouveaux objectifs et activités de coopération dans les domaines et secteurs prioritaires pour les deux pays. Par ailleurs, Attaf participera mardi prochain au siège de l'Union africaine à Addis Abeba aux travaux de la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de cette organisation continentale. Cette session extraordinaire sera consacrée au parachèvement des élections concernant les sièges et postes vacants au niveau des organes de l'Union africaine. Mandaté par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part hier aux travaux de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya. En marge des travaux, Ahmed Attaf a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, le ministre des Relations internationales de la République bolivarienne du Venezuela, le Premier ministre, ministre des expatriés de l'État frère de Palestine, le ministre des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés de la République du Yémen et le ministre des Affaires étrangères de la République de la Bosnie-Herzégovine. Situation inquiétante au Sahel, les actions des putschistes à la tête du Mali déstabilisent toute la région. Assimi Goïta met en péril la souveraineté de son pays et l'avenir de son peuple contre de bas privilèges et au service d'agenda cachés. Ayadahu, Yamina Saïchi. Au Mali, la junte au pouvoir, soumise à des influences extérieures et aveuglée par ses propres ambitions, sacrifie les intérêts de son propre peuple au détriment de la sécurité et de la stabilité nationale dans un climat de déni et de provocation injustifiée. Face à ces dérives, l'Algérie, fidèle à ses principes et à ses engagements historiques, continue de soutenir sans relâche ses frères africains. Présente sur tous les fronts, politique, économique et même culturelle, elle œuvre concrètement en faveur du développement et de la stabilité du continent africain. Saviez-vous que l'université en Algérie est totalement gratuite pour les étudiants africains? Imaginez pouvoir faire des études de médecine, d'ingénierie ou de droit et ne payer aucun centime. Mais en plus, avoir un logement totalement gratuit inclut la nourriture. C'est pourtant une réalité de nombreux étudiants africains en Algérie. J'étais en Algérie depuis 2016. J'ai resté presque 5 ans là-bas. J'ai fait mes études. J'ai eu mon diplôme en décembre 2020. J'ai pu atteindre mon but, qui c'était de décrocher un diplôme.
Dieu merci, tout était bien. Ainsi, les Maliens réaffirment leur rejet de ces dérives dont la responsabilité incombe uniquement à Goïta et à ses hommes de main, exécutant des agendas étrangers, mettant en péril l'avenir du Mali. L'Algérie est un pays important en Afrique. Et l'Algérie, c'est d'abord une puissance politique, une puissance diplomatique, une puissance économique, militaire aussi. Il n'y a pas de solution au Sahel sans l'Algérie. Le communiqué algérien est très clair. Le communiqué algérien dit clairement que ce n'est pas la première fois qu'un drone malien a franchi la frontière. Ils ont cité, ils ont dit, en août, il y a eu un drone malien qui a franchi la frontière. Le Mali, là, c'est vous qui avez problème avec tout le monde. Vous avez problème avec la Côte d'Ivoire, vous avez problème avec le Sénégal, vous avez problème avec la Mauritanie, vous avez problème encore avec l'Algérie. C'est pas un petit pays. L'Algérie, c'est pas la Côte d'Ivoire. L'Algérie, c'est pas le Sénégal. Une junte en faillite, accablée dans une succession de revers et d'échecs, fait payer au peuple malien un lourd tribut, tout en semant la discorde pour déstabiliser la région et compromettre sa stabilité. Et la marche pour la liberté, appelant à la libération des prisonniers sahraouis, se poursuit en France. Cette mobilisation internationale dénonce les pratiques barbares de l'occupant marocain et l'injustice subie par les Sahraouis. La marche récolte de grands soutiens malgré les tentatives de déstabilisation du Marzan. Ilham Achir, Badia Amardi. À Angoulême, dans le département de l'Aquitaine, la 4e halte de la marche pour la liberté a été une tribune de plus pour dénoncer les dépassements dont sont victimes les détenus sahraouis dans les prisons de l'occupant marocain. Des ateliers et des rencontres sont organisés pour sensibiliser le monde entier sur la situation des détenus et sur la cause sahraoui. J'ignorais ce que l'occupant marocain faisait subir au peuple sahraoui. À travers ma participation à cette rencontre, j'ai écouté des témoignages vivants sur la situation. Franchement, c'est un peuple courageux qui mérite le soutien. Je vous invite au sit-in qui sera organisé le 23 avril 2025 devant le Parlement européen à Bruxelles. Soyons tous la voix des détenus sahraouis. Donc on est content parce que la communauté de Bressuire est venue nous soutenir, mais ils ont subi la provocation des Marocains qui ont fait un sit-in devant le local contre tout droit français. Et maintenant nous sommes contents, nous sommes plus détendus et on reprend la route demain pour Bordeaux. On n'a pas fini de se battre. On a vu ce qui s'est passé hier à Poitiers. Et on a décidé de venir, de soutenir Claude et l'équipe. On est arrivé pour ça. Nous, on ne peut pas accepter que notre prisonnier et notre peuple soient dans les prisons au Maroc. Le succès de cette marche qui a atteint plusieurs villes françaises est un coup fatal au Marzan qui n'a pas hésité à mobiliser ses acolytes pour agresser les militants sahraouis et les participants à cette manifestation. تتعرض الآن لهجوم من طرف العياشة النصر هذه المجموعة وقد أظهر عناصر المجموعة شجاعتهم. Tout ce qui est prévu dans les conventions de Genève, auxquelles le Front Polisario est parti depuis 2015. Donc, ce qui fait, par exemple, quand on pense aux prisonniers de Gdemézik qui sont emprisonnés dans les prisons marocaines, qui est une violation du droit humanitaire, parce qu'on ne peut pas transférer des prisonniers d'un territoire occupé au territoire de la puissance occupante. Donc, vous avez aussi tout le droit international des droits de l'homme, et donc on l'a vu par les plaintes qui ont été déposées dans le cadre des violations, de tortures, etc. J'ai passé 4 années disparu dans un bain secret, sans jugement. Les familles ignoraient totalement notre sort et ne pouvaient même pas demander. Parce que, à cause de la terreur, vous ne pouvez pas imaginer que 4 années avec des yeux bandés, jour et nuit. Nous ne pouvions pas dormir pour la nuit, toujours effrayés, parce qu'il y avait toujours des attentes de viol sexuel. C'était pas facile d'être maltraité, insulté, torturé. Cette marche a réussi à faire adhérer des représentants de la société civile, des syndicats des travailleurs et de certains partis politiques à la cause sahraoui. C'est un message fort pour faire pression sur les gouvernements solidaires avec l'occupant marocain qui continue à violer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
Nouveau scandale de corruption et dilapitation de deniers publics impliquant le Marzen. 115 milliards de dirhams détournés de la caisse de sécurité sociale via des salaires fictifs colossaux et d'autres stratagèmes, alors que le peuple marocain sombre de plus en plus dans la précarité. Fouzietej, Yasmine Massoudi. Le Marzen est de plus en plus éclaboussé par des affaires de détournement de fonds publics et des pratiques indéfendables au sommet de l'État. Au moment où une poignée de privilégiés profite du système, la population marocaine endure au quotidien la flambée des prix, le chômage et l'absence de perspectives. Des révélations récentes, appuyées par des chiffres accablants, mettent en lumière l'ampleur des abus et confirment l'existence d'un pouvoir coupé des réalités. Un fossé profond s'est creusé entre une élite protégée et un peuple lassé, trahi par des années de promesses non tenues. Les Marocains ont été choqués par le contenu de fuites révélant les salaires astronomiques perçus par certaines figures connues et influentes. Des rémunérations très élevées, difficilement justifiables, surtout lorsqu'on les compare aux salaires dérisoires versés à une large partie de la population qui travaille dans des conditions précaires et instables. Les salaires de la personne responsable des affaires du roi est payé par le budget de l'État, s'élevant à 125 millions par mois. Que fait exactement cette personne pour justifier une telle somme? Ce n'est pas pour la fabrication d'armes nucléaires, mais qu'en est-il réellement? Il s'agit d'un ancien conseiller, et même s'il était encore en poste, cela resterait injustifiable. Comment peut-on expliquer un tel salaire? Les 120 000 euros qu'il perçoit dépassent même les rémunérations de nombreux hauts responsables européens. Les révélations récentes lèvent le voile sur des réalités longtemps cachées, mettant en lumière des aspects encore plus choquants de la situation que vit le peuple marocain, déjà durement éprouvé. Le Fonds de sécurité sociale, censé protéger les droits des citoyens, est aujourd'hui au cœur d'un scandale majeur après le détournement de 115 milliards de dirhams. Mais ce qui indigne encore davantage, ce sont les salaires faramineux perçus par certains responsables, totalement déconnectés de la réalité du pays. Des rémunérations qui pèsent lourdement sur le budget de l'État dans un climat de gaspillage et de mépris des citoyens et de leur avenir. Chaque année, des budgets colossaux sont engloutis dans des événements censés promouvoir la transformation numérique du pays. Rien que pour l'un d'eux, plus de 120 millions de dirhams ont été consacrés à la logistique, tente et climatisation. Pourtant, sur le terrain, la cybersécurité reste dramatiquement faible. Que deviennent les milliards dépensés et que font concrètement les institutions chargées du numérique? Ce genre de vol organisé contribue directement à la ruine de l'État, vide les caisses publiques et pénalise les travailleurs à qui l'on vole leurs droits. À plusieurs reprises, nous avons alerté sur ces pratiques, notamment dans le secteur privé, où certaines entreprises détournent les cotisations sociales de leurs employés, les privant ainsi de leur protection et de leur avenir. Le régime a rompu tout lien de confiance avec son peuple. Il n'a jamais montré la moindre volonté de réformer ni instaurer de sanctions pour freiner l'injustice ou garantir les droits. Il a préféré laisser libre cours à la corruption, sans limite ni contrôle. Retour dans le pays pour évoquer l'équipe qui a fait la gloire de l'Algérie durant la guerre de libération. Nous sommes à la veille de l'anniversaire de la création de l'équipe du FLN. Celle-ci a fait du sport un acte de résistance et a participé à faire connaître la cause algérienne dans le monde. Ici Ahmed Bouaï. Un certain 15 avril 1958, de jeunes footballeurs algériens pétris de qualité et évoluant dans des clubs français de première division font la une de la presse internationale en décidant de répondre à l'appel de la patrie, actant ainsi la naissance de la glorieuse équipe du FLN. 32 joueurs rejoignent au sommet de leur talent pour la plupart, quittent ainsi leur club français dans le plus grand secret pour rejoindre dans la clandestinité, quelques jours après ce qui sera leur base de vie, la ville de Tunis. Ce sera dès lors le début d'une grande épopée. L'idée de créer cette équipe est née en 1957 au retour de Boumzrak du Festival mondial de la jeunesse à Moscou. Avec Mokhtar Aribi Bentifour, le docteur Tahar Moulay et Mohamed Maouch présélectionnés pour le mondial 1958, il organise l'opération de départ des joueurs algériens. À leur manière, balle au pied, ces footballeurs militants participaient à la lutte de libération nationale. L'idée de départ était d'avoir une équipe de football qui puisse symboliser l'image d'un peuple en lutte pour son indépendance. Pour les joueurs, s'il fallait refaire la même chose, ils le referaient 10 fois, car ils avaient un devoir à accomplir et leur mission a été
merveilleusement accompli. L'équipe du FLN compte au total 91 matchs pour 65 victoires, 13 matchs nuls et 13 défaites. Makhloufi et ses coéquipiers ont inscrit 385 buts et en ont encaissé 127. Le premier congrès scientifique international de chirurgie pédiatrique en Algérie, organisé à Sétif, l'événement a accueilli des personnalités de renommée mondiale dans le but d'échanger autour des dernières techniques chirurgicales et les procédés les plus efficaces. Compte rendu de Smaïl Bilreidia. Le congrès international à El Ulma Wilaya de Sétif est une première rencontre scientifique du genre pour la chirurgie pédiatrique au centre des travaux durant 2 journées. L'objectif principal de notre congrès, c'est de progresser, évoluer et nouer de contact avec les sommets mondiaux afin d'avoir une spécialité protégée et à un très haut niveau. Donc on est honoré d'avoir ces honorables invités parmi nous. Leur présence est tout d'abord un honneur et c'est un facteur de réussite des travaux de cette conférence. C'est encore plus un privilège pour nous faire profiter des compétences et des connaissances sur le plan international. Donc c'est une occasion inouïe pour nos médecins résidents et nos étudiants d'avoir des compétences d'envergure mondiale en présence parmi nous à l'Alma. La présence de personnalités mondiales a relevé les débats permettant l'échange de connaissances entre médecins spécialistes. En Algérie, je me sens chez moi. Je suis très heureux de voir les avancées enregistrées en matière de chirurgie pédiatrique. Dieu merci, désormais, nous pouvons faire une élongation des veines au lieu de les couper. Une intervention facile et rapide avec un taux de réussite de plus de 90%. Je suis très honoré d'avoir proposé ce genre d'intervention connue aujourd'hui à travers le monde par mon nom. J'ai vu que nos collègues algériens sont très en avance en matière de chirurgie mini-invasive. Et donc c'était dans ce cadre même que nous avons été invités pour le partage d'expériences entre donc, les différents services hospitaliers universitaires de Dakar et d'Algérie. Et au terme de ce congrès également, nous aurons acquis un bagage scientifique très important pour améliorer la prise en charge des enfants en matière de chirurgie pédiatrique. Le thème de ces journées porte sur la chirurgie mini-invasive. Donc, qui dit mini-invasive, dit un geste qui n'est pas lourd, qui n'est plus la chirurgie classique qu'on faisait auparavant. Nous avons donc invité cet éminent chirurgien, particulièrement de l'Égypte. Nous avons le professeur Shahata, qui est un éminent chirurgien en mini-invasive. Nous avons invité ce matin, il a fait une intervention sur donc, un workshop sur un testicule intra-abdominal qui a pu l'abaisser sans intervention, sans ouvrir l'abdomen de l'enfant. La réussite de ce congrès scientifique est de bon augure pour l'avenir de la chirurgie pédiatrique en Algérie. La prévention reste la meilleure façon de lutter contre toute maladie. Les associations jouent un rôle important dans la sensibilisation, que ce soit pour adopter les bons gestes ou pour le dépistage précoce qui souvent sauve des vies. C'est ce que tente de faire l'association El Hayat, activant à Béchar, reportage de Jawida Baba Ahmed. Le mouvement associatif joue un rôle crucial dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé publique. L'association Al-Hayat à Béchar est parmi les associations très actives dans le domaine de la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus. Nous avons de très bonnes relations avec les associations qui luttent contre le cancer. Nous mettons à leur disposition tous les moyens nécessaires pour réussir. La médecine actuelle met l'accent sur le rôle de la prévention plutôt que le protocole de traitement. Nous avons choisi que toutes nos interventions s'articulent sur la sensibilisation des bienfaits du sport et de l'alimentation saine. La présidente de l'association a tenu que cette journée soit une occasion d'échange et de partage et d'inciter les présents à suivre une hygiène de vie saine et très active pour lutter contre toute maladie qui menace la santé publique dans le monde.
Un diagnostic précoce est le numéro 1 dans la prévention du cancer, sans oublier bien sûr l'alimentation et un mode de vie loin de la sédentarité, car il faut savoir que l'inactivité affecte notre santé. L'hygiène et la préservation de la santé est l'affaire de tous. C'est la responsabilité de chacun, notamment le mouvement associatif et la société civile. Il faut travailler tous ensemble, sensibiliser, prévenir, informer. Une célébration qui a permis à l'association Al-Hayat d'exprimer son profond respect aux anciens employés du secteur public dans une ambiance très chaleureuse. Agriculture, l'usage de la pisciculture dans l'irrigation des terres agricoles se répand dans le pays. De nombreuses exploitations ont installé des bassins d'élevage de tilapia notamment pour bénéficier d'une eau riche en nutriments. Exemple avec cette ferme pilote à Biskra qui cultive des oliviers et des palmiers. Reportage de Naïm Alouali. Le bassin de tilapia que vous voyez là est moins destiné à l'aquaculture qu'à l'agriculture. C'est que le propriétaire de cette ferme pilote à Sergue, près de Biskra, a prévu d'arroser ses oliviers et palmiers avec l'eau du bassin littéralement chargée de nutriments organiques provenant des excréments des poissons. En clair, cet exploitant agricole utilise des engrais exclusivement organiques pour une production respectueuse de l'environnement. Au départ, nous arrosions nos arbres avec de l'eau ordinaire et nous utilisions des engrais chimiques. À présent, nous avons éliminé les engrais chimiques pour favoriser celles plus naturelles provenant des matières organiques animales. Avec 10 000 oliviers, cette ferme pilote de 20 hectares produit en alternance de l'huile d'olive de qualité et de grosses olives appréciées pour leur goût particulièrement doux. Cette année, la production est dédiée à l'olive. Ces olives appartiennent à la variété Verdal. Elles sont issues des oliviers que vous voyez là et qui ont à peine 4 ans d'âge. Nous les arrosons avec de l'eau enrichie et ça a donné des résultats plus que satisfaisants. Notre objectif est de planter 30 000 oliviers en misant sur des équipements modernes pour une production aussi saine qu'optimale. D'ici 2 à 3 ans, l'option de l'exportation est très envisageable. L'utilisation de l'eau enrichie dans cette ferme qui est appelée à se développer permet de nourrir sainement le sol tout en le fertilisant. Cette méthode est non seulement bénéfique pour la croissance des arbres, mais aussi et surtout favorise une économie substantielle sur les engrais ainsi qu'une culture durable. Et à propos d'irrigation, une solution adaptée aux étendues sahariennes a été adoptée par nos ancêtres pour une meilleure gestion de l'eau. Les fogaras, très étendues dans le Grand Tergue occidental, elles irriguent depuis plus de 1000 ans les oasis du Gourara. Plus qu'une installation hydrique, les fogaras sont aujourd'hui des témoins de l'histoire de la région. Reportage de Hamid Albour. Dans l'espace saharien, la rareté de l'eau a orienté le choix des lieux d'habitation. Elle a également présidé au choix des cultures et des plantes adaptées à un tel écosystème. Les ancêtres avaient construit un système d'irrigation pour alimenter l'oasis en eau, la fougara. Ce système permet aux cultures d'être abondantes, car la terre n'est jamais sèche. À Timimoun, un groupe de jeunes a eu l'idée de s'occuper d'une fougara qui se trouve en pleine ville. Ahmed et ses amis la nettoient quotidiennement. Ça montre vraiment l'attachement qu'ils ont pour ce patrimoine. Ce n'est pas seulement un travail de nettoyage, mais aussi une forme de préservation d'un patrimoine très ancien. Ils veulent transformer cette fougara en un bijou touristique. L'eau est l'un des piliers sur lesquels s'appuyait la région dans le passé. On irriguait autrefois un grand nombre d'oasis. En tant que jeunes de la région, nous voulons transformer ce site en un lieu touristique.
L'âge de cette fougara dépasse les 6 siècles et sa longueur varie entre 7 et 8 km. Un de nos proverbes dit « Dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sécurité ». C'est vraiment admirable de voir des jeunes du Sahara prendre de telles initiatives pour sensibiliser les gens à l'importance de ces structures anciennes et pourquoi pas organiser des visites guidées autour de cette fougara. S'investir dans la conservation des fougaras montre un profond respect pour l'histoire et les traditions. Il aide non seulement à préserver les sites, mais aussi à les valoriser pour les générations futures. Le printemps est de retour et quoi de plus représentatif de cette saison que les jardins refleuris. Le jardin d'essai d'El Hamma en est le parfait exemple avec sa végétation luxuriante, ses belles variétés de plantes et ses spécimens rares. On vous fait découvrir quelques-uns de ces spécimens dans ce reportage de Lamia Boudbouda. Au jardin d'essai d'El Hamma, les plantes vivaces à floraison printanière sont comme une bouffée d'air frais après un lent hiver. Les fleurs sont annonciatrices du retour des beaux jours, emparant les jardins de leurs couleurs chatoyantes et de leurs parfums délicats. Nous avons une mission qui est bien précise, c'est que le jardin doit être fleuri les 4 saisons. Donc il y a un calendrier qui se prépare à l'avance, donc qui est composé de plusieurs variétés. Donc vous avez les annuelles, les bisannuelles, les bulbeuses. Donc c'est tout un travail qui se fait en équipe. Donc nous avons les pétunias par excellence, abondantes par sa floraison, par sa coloration et tout. Donc vous avez la sauge rouge, vous avez les mufliers aussi. Donc vous avez aussi la cinéraire hybride. Donc nous avons les arbustes fleuris aussi, tels que les hibiscus, les marguerites. Donc nous jouons sur un certain amalgame pour avoir une symbiose, une harmonie. Dans la nature, les plantes se reproduisent spontanément par semis, marcottage ou bouturage. Le jardinage est l'art de reproduire les espèces et les variétés pour les faire multiplier et fleurir. Ici, les plantes d'ornement, dites d'intérieur, sont dans des serres. D'autres sont à l'extérieur, comme ces hibiscus à double fleur qui attirent le regard. Et ici, nous sommes dans le service de multiplication des plantes. C'est l'endroit où on multiplie les plantes et pour assurer justement le fleurissement du jardin. Concernant les espèces qui se trouvent au jardin et qui sont remarquables par rapport aux fleurs et les roses, il y a le bougainvillier glabra. C'est une espèce originaire de l'Amérique du Sud qui se caractérise par un éclatement des fleurs avec toutes les couleurs. Si on a l'hibiscus rosa sinensis, c'est une espèce originaire de la Chine. Donc c'est une espèce qui contient des fleurs parfois doubles et parfois simples. On a aussi le géranium qui s'appelle, en arabe c'est khdiwja ou la khdaouj. Donc c'est une espèce qui est très connue en Algérie. Chaque recoin du jardin devient un tableau vivant où la nature se réveille, se révèle et nous émerveille. Le printemps est un moment suspendu où le jardin respire, s'anime et célèbre la vie. Profitez-en. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal H.